Bonjour, je m'appelle Julien. J'ai 28 ans et il y a exactement 15 ans, mes parents m'ont conduit à un bureau de comté sinistre, ont signé une seule feuille de papier et m'ont livré au système de placement familial de l'État parce que je n'étais pas le fils fort et athlétique qu'ils voulaient. Ce soir, cependant, je me tiens dans le grand hall d'un domaine de 15 millions de dollars dans les West Hills de Portland, vêtu d'un uniforme de voiturier en polyester bon marché et qui gratte. Je suis entouré par le tintement des flûtes à champagne en cristal, l'odeur lourde des cigares coûteux et le parfum suffocant de l'élite locale. De l'autre côté de la pièce, baignant dans la lueur dorée et chaude d'un immense lustre en cristal, se trouvent les deux personnes qui m'ont mis au monde. Les personnes qui m'ont jeté comme un jouet cassé. Ma mère, Eleanor, et mon père, Richard. Ils célèbrent leur 35e anniversaire de mariage avec une somptueuse cérémonie de renouvellement de vœux. Et ils m'ont forcé à être ici, non pas comme un invité d'honneur, non pas comme leur fils perdu de vue, mais comme leur employé. Alors que je me tenais tranquillement près du vestiaire, me fondant dans l'ombre comme j'avais appris à le faire toute ma vie, ma mère s'est approchée. Elle était couverte de perles dont je savais pertinemment qu'elles avaient été achetées avec des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux remplis du même dégoût qu'elle avait pour moi quand j'étais un enfant malade et sans défense. Elle s'est penchée, son sourire parfaitement figé pour le bénéfice de ses amis fortunés à proximité, et m'a chuchoté une menace à l'oreille. Essaie de ne pas avoir l'air trop pathétique ce soir, Julien. Tu effraies activement les invités avec ce visage misérable. Prends juste les manteaux, baisse la tête, fais le travail pour lequel tu es fait, et peut-être que je n'irai pas voir la presse pour ruiner ton petit cabinet d'architecte demain matin. Elle m'a tapoté la joue, un geste si froid et condescendant qu'il m'a retourné l'estomac. Puis elle a souri, son sourire parfait et venimeux, et est retournée vers ses amis de la haute société. Elle pensait m'avoir acculé. Elle pensait détenir toutes les cartes et que j'étais toujours ce petit garçon terrifié de 10 ans, désespéré d'obtenir son approbation. Mais il y avait un secret énorme et bouleversant qu'elle et mon père ignoraient. Ils n'avaient aucune idée de l'héritage. Ils n'avaient aucune idée de ma valeur nette réelle. Et surtout, ils n'avaient absolument aucune idée qu'il y a à peine 48 heures, mon avocat avait finalisé les documents immobiliers pour l'achat de ce domaine historique exact qu'il louait actuellement pour la nuit. Je n'étais pas leur voiturier. J'étais leur propriétaire. Et j'étais sur le point de les expulser devant tous ceux qu'ils avaient jamais essayé d'impressionner de toute leur misérable vie. Avant de vous raconter exactement comment j'ai transformé cette nuit en le moment le plus satisfaisant de toute mon existence, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez que le karma finit toujours par recouvrer ses dettes. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez ce soir. Cela m'aide à savoir que partager ce douloureux voyage signifie quelque chose pour quelqu'un. Maintenant, revenons au début, bien avant l'argent et les manoirs, au jour où mes parents ont décidé que je ne valais plus la peine d'être gardé. Le col en polyester de la veste de voiturier me mordait durement le cou. Il sentait terriblement le détergent industriel et la vieille sueur nerveuse. Eleanor avait spécifiquement exigé que je porte cette atrocité. L'invitation qu'elle avait envoyée à mon bureau privé n'était pas une demande de réunion de famille sincère. C'était une lettre d'extorsion flagrante. Porte le costume, gare les voitures, serre la famille que tu as abandonnée, ou elle irait voir la presse locale. Elle a menacé de tisser une énorme toile de mensonges. Elle leur dirait que Julian Sterling, l'architecte étoile montante de Portland, était un monstre sans cœur qui laissait ses pauvres parents vieillissants pourrir dans la pauvreté pendant qu'il menait une vie de luxe absolu. Dans son esprit narcissique tordu, cette humiliation publique était sa façon de me remettre à ma place, la place du deuxième fils faible et inutile. J'ai tendu la main et j'ai lentement desserré la cravate à clip bon marché qu'ils avaient envoyée dans la boîte. Sous le tissu rigide et terrible de la veste d'uniforme, la soie de ma chemise sur mesure était fraîche contre ma peau. C'était une armure secrète. J'ai regardé mon père rire bruyamment de l'autre côté de la pièce, tapant dans le dos d'un sénateur local avec une fausse bravade. J'ai regardé mon frère aîné, Tristan, l'enfant chéri de la famille, flirter agressivement avec une demoiselle d'honneur tout en sirotant un scotch haut de gamme qu'il ne pouvait certainement pas se permettre. Ils avaient l'air si incroyablement confiants, si arrogants, si complètement intouchables. J'ai pris une profonde inspiration, laissant le bruit de la fête m'envahir, le groupe de jazz doux jouant dans un coin, le bourdonnement des petites conversations insignifiantes et prétentieuses, le cliquetis des plateaux d'argent transportant des amuse-gueules coûteux. Tout s'est lentement estompé, remplacé par un souvenir si vif, si brutalement clair,
qu'il semblait encore pouvoir faire saigner ma poitrine. C'était le souvenir du jour où mon père a regardé un garçon de 10 ans qui voulait juste être aimé et a décidé, avec une logique commerciale froide, que son propre fils était un mauvais investissement. Grandir dans la maison Vance, c'était comme vivre dans une caserne militaire stricte où la seule monnaie acceptable était une masculinité toxique et agressive. Mon père, Richard, était un homme qui mesurait la valeur d'une personne entièrement par sa domination physique, son volume et sa capacité à intimider les autres dans une pièce. Il était un cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique régionale. Un homme qui croyait que chaque conversation était une négociation et que chaque relation, même avec ses enfants, était une transaction. Il ne voulait pas de fils à aimer. Il voulait des soldats pour refléter son propre ego. Ma mère, Eleanor, était son miroir parfait et superficiel. Elle ne se souciait que des apparences et des codes postaux. Pour elle, les réunions de l'association des propriétaires du quartier étaient un véritable champ de bataille, et notre famille devait être la royauté incontestée de la banlieue. Elle passait des heures à soigner le jardin parfait, les cartes de vœux parfaites, l'image parfaite d'une famille américaine aimante. Puis il y avait Tristan, mon frère aîné de 3 ans. Tristan était tout ce que mon père avait toujours voulu et tout ce que ma mère voulait exhiber. Il était bruyant, physiquement imposant, follement imprudent et une star absolue sur le terrain de football du lycée. Quand Tristan a cassé la baie vitrée coûteuse d'un voisin avec une balle de baseball égarée, mon père ne l'a pas puni. Il en a ri, a donné de l'argent au voisin et a bruyamment loué l'incroyable force de bras de son fils. Quand Tristan a intimidé des enfants plus petits à l'école et que le directeur a appelé à la maison, mes parents ne l'ont pas discipliné. Ils ont appelé ça des qualités de leadership naturel et ont blâmé les autres enfants d'être trop sensibles. Tristan ne pouvait faire aucun mal. Il était l'enfant chéri, l'héritier de l'héritage Vance. Et puis il y avait moi, Julian. Je suis né prématurément, luttant pour respirer dès la première minute de ma vie. J'étais affligé d'un système immunitaire faible et d'un cas chronique sévère d'asthme infantile. J'ai passé la plupart de mes premières années à l'intérieur, regardant les enfants du quartier jouer derrière une vitre. Le sport ne m'intéressait pas. Je ne pouvais pas courir sans que ma poitrine ne semble remplie de verre brûlant. Ce qui m'intéressait, c'était de construire des choses. Je passais des heures assis tranquillement à la table de la cuisine avec du papier millimétré, des règles et des crayons, dessinant des plans de maisons complexes, des ponts imposants et des villes imaginaires entières. Je construisais des mondes où je me sentais en sécurité parce que mon monde réel était un champ de mines. Mon père détestait ça. Non, ce n'est pas assez fort. Il me détestait. J'étais une offense vivante directe à son ego massif. J'étais un rappel qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Je me souviens d'un dîner de Thanksgiving en particulier. Toute la famille élargie était réunie autour de l'immense table de salle à manger en chêne. L'argenterie était polie. La dinde était parfaitement découpée. Mon oncle, essayant de faire la conversation polie, a regardé de l'autre côté de la table et m'a demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai posé ma fourchette et j'ai dit doucement que je voulais être architecte. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père a frappé du poing sur la table, faisant cliqueter l'argenterie coûteuse et renversant un verre de vin. Il m'a regardé avec un mépris pur et non filtré. Son visage est devenu d'un rouge colérique. Un Vance ne reste pas assis à un bureau à dessiner de jolies images comme une petite fille, a-t-il craché, sa voix résonnant dans la salle à manger. Un Vance construit des empires de ses propres mains. Tu es mou, Julian. Tu es pathétique. Tu es un passif financier pour cette famille. Je me souviens m'être recroquevillé sur ma chaise, souhaitant que le sol s'ouvre et m'engloutisse. Ma mère a juste tamponné sa bouche avec une serviette en lin et a demandé à ma tante comment allait son swing de golf, ignorant complètement les larmes qui coulaient sur mon visage. Plus je vieillissais, plus le fossé devenait douloureusement évident. Quand Tristan a eu 16 ans, un camion flambant neuf et tout équipé est apparu dans l'allée avec un énorme nœud rouge dessus. J'ai eu des vêtements d'occasion qui engloutissaient ma silhouette mince, des chemises qui sentaient le vieux parfum de Tristan. Tristan avait un énorme fonds d'études mis en place par mes parents avant même de commencer sa première année de lycée. Quand j'ai demandé à ma mère si je pouvais suivre un cours de dessin d'été au Community College, elle a ricané et m'a dit qu'il ne gaspillait pas d'argent pour un passe-temps auquel j'échouerais inévitablement. Je n'avais même pas le droit de poser des questions sur l'université. La goutte d'eau brutale finale est venue l'année de mes 10 ans. L'entreprise de logistique de mon père traversait une phase de restructuration majeure,
et ils ressentaient l'immense pression financière de maintenir leur façade de richesse. Pour un homme comme Richard Vance, le budget du ménage avait besoin d'être immédiatement réduit, et j'étais la dépense la plus facile et la plus logique à couper. Je ne lui apportais pas la gloire sur le terrain de football. Je n'améliorais pas l'image de la famille. J'étais juste une autre bouche à nourrir, une facture médicale potentielle en attente, une tâche permanente sur son portrait de famille parfait. Je n'oublierai absolument jamais ce mardi matin. C'était fin novembre. Il pleuvait abondamment. Le ciel au-dessus de Portland, d'un violet lourd et meurtri. La maison était glaciale. J'étais assis à l'îlot de la cuisine, mangeant du pain grillé froid, essayant de finir mes devoirs de mathématiques. Mon père est entré, vêtu de son costume gris parfaitement taillé, tenant un épais dossier manille. Il n'a pas salué. Il ne s'est pas assis. Il m'a juste regardé. Ses yeux dépourvus de toute chaleur humaine et a prononcé la phrase qui a brisé mon enfance. Monte dans ta chambre et fais une valise, Julian. Une petite valise. Tu pars. Je me suis figé. J'ai pensé que c'était une punition. Peut-être que je n'avais pas sorti les poubelles correctement. Peut-être que ma toux de la nuit précédente l'avait empêché de dormir. J'ai glissé du tabouret et j'ai commencé à pleurer, le suppliant, m'excusant frénétiquement pour tout ce que j'avais fait de mal. J'ai promis que je serais meilleur, plus silencieux, plus fort. Ma mère se tenait juste à côté de l'évier en marbre, lavant soigneusement une tasse à café en céramique. Elle a entendu chaque mot de mes supplications. Elle ne s'est même pas retournée. Elle a juste continué à frotter le même endroit sur la porcelaine, ses épaules complètement détendues. 2 heures plus tard, mon père m'a conduit en silence total au bâtiment des services familiaux du comté du centre-ville. Il m'a fait entrer, la pluie trempant ma fine veste. Il a tendu ma seule valise cabossée à une travailleuse sociale à l'air fatiguée à la réception. Puis il s'est assis et a signé une pile de papiers de garde de l'État. Il a renoncé à tous ses droits parentaux sur son propre fils avec le même détachement émotionnel qu'il utiliserait pour fermer un compte bancaire peu performant. Il s'est levé, a ajusté sa cravate, s'est retourné et est sorti par les portes vitrées sous la pluie. Il n'a jamais dit au revoir. Il n'a jamais regardé en arrière. Le système de placement familial dans ce pays n'est pas conçu pour guérir les enfants brisés et traumatisés. Il est conçu pour les rangers afin que la bonne société n'ait pas à les regarder. Mon premier placement était une maison délabrée dans un mauvais quartier avec 6 autres enfants déplacés. Les parents d'accueil nous traitaient entièrement comme un investissement immobilier. Faire entrer autant de corps que légalement autorisés par l'État, percevoir l'allocation du gouvernement chaque mois et dépenser le strict minimum en nourriture bon marché et en chauffage. J'ai appris très rapidement à être complètement invisible. Si vous étiez silencieux, si vous ne demandiez pas une deuxième portion au dîner, si vous ne vous plaignez jamais des températures glaciales dans la chambre, vous pouviez survivre sans vous faire frapper. Mais à travers toute la faim, le froid et la peur, je dessinais toujours. Je remplissais des cahiers à spirale bon marché de croquis de maisons sûres, des maisons avec des murs de pierre incroyablement épais et de lourdes portes en acier où personne ne pourrait jamais vous mettre dehors. Je dessinais des forteresses. J'ai été ballotté violemment entre 3 foyers d'accueil différents en 2 années angoissantes. J'ai été officiellement étiqueté comme un placement difficile par l'État parce que je parlais rarement à qui que ce soit, refusais de jouer avec les autres enfants et me méfiais complètement de chaque adulte qui essayait de me nourrir. C'est jusqu'à ce que l'univers me montre enfin une lueur de miséricorde et que je rencontre Elena Reyes. Elena était ma 3e travailleuse sociale attitrée. Elle n'était pas comme les autres. Elle était vive, profondément observatrice, et elle ne me parlait pas de haut avec cette fausse voix trop douce que les adultes utilisent quand ils ont pitié d'un enfant brisé. Un après-midi pluvieux, elle s'est assise en face de moi dans une salle de visite stérile et éclairée au néon à l'agence. Je dessinais comme d'habitude, l'ignorant. Elle ne m'a pas forcé à parler. Elle a juste tendu la main sur la table, a pris doucement mon carnet et a regardé mes dessins d'un œil critique. Elle n'a pas vu des gribouillis enfantins. Elle a vu la douleur et le but derrière ce que j'essayais de faire. Tu construis une armure, Julian, a-t-elle dit doucement, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois. Je sais pourquoi tu le fais, mais finalement, si tu veux survivre, tu dois laisser quelqu'un entrer à l'intérieur des murs. Elena a changé toute la trajectoire de ma vie. Elle a combattu le système défaillant. Elle a tiré les ficelles avec les superviseurs. Et 1 mois plus tard,
elle m'a présenté un homme nommé Arthur Sterling. Arthur était un architecte à la retraite très respecté, un riche veuf vivant dans une magnifique maison de style craftsman dans les collines surplombant la ville. Il avait 60 ans, ses cheveux étaient complètement argentés et il n'avait jamais eu d'enfant. Quand Elena m'a emmené chez lui pour la première fois, j'étais terrifié. Mais Arthur ne m'a pas interrogé sur mes notes ou mon dossier de comportement. Il m'a simplement fait passer devant le salon luxueux, directement à une immense table à dessin professionnelle dans sa véranda. Il m'a tendu une lourde équerre parfaitement équilibrée, a regardé mes mains nerveuses et a dit « Elena me dit que tu aimes concevoir des espaces sûrs. Voyons si tes fondations tiennent la route, mon fils. » Ce moment précis a été le véritable début de ma vie. Arthur m'a officiellement adopté quand j'avais 13 ans. Il est allé au tribunal et m'a légalement donné son nom. Il m'a donné un foyer permanent. Mais bien plus important, il m'a donné le respect. Sous la direction calme et constante d'Arthur, je me suis enfin épanoui. Mon asthme a miraculeusement disparu à mesure que mon stress s'estompait. J'ai grandi. Je me suis jeté obsessionnellement dans mes études. Poussé par un besoin désespéré et brûlant de prouver que l'investissement d'Arthur en moi en valait la peine. Je ne décevrais pas ce père. À l'âge de 25 ans, j'avais obtenu ma maîtrise en architecture avec les plus hautes distinctions et j'étais associé junior au prestigieux cabinet d'Arthur. Nous ne concevions pas de projets de vanité pour des milliardaires. Nous concevions d'immenses centres communautaires, des bibliothèques publiques modernes et des complexes de logements durables et abordables. Nous construisions des endroits qui comptaient vraiment pour les gens. Mon salaire était excellent. Ma vie était magnifiquement stable, et j'avais enterré le nom de Julian Vance si profondément que j'avais l'impression de lire la vie passée d'une personne complètement différente. J'ai gardé un très petit cercle d'amis très soudés et farouchement loyal, principalement Zoé. Zoé était une ingénieure en structure coriace que j'ai rencontrée à l'université. Elle savait tout de mon passé et protégeait ma paix comme un chien de garde. Mais la vie, comme je l'ai appris à mes dépens, vous laisse rarement confortable longtemps. La tempête catastrophique a frappé exactement une semaine après mon 26e anniversaire. Arthur, l'homme le plus fort que je connaissais, l'homme qui m'a sauvé, a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas de stade 4. C'était terrifiant d'agressivité et a progressé incroyablement vite. Il a refusé de mourir dans une chambre d'hôpital stérile. J'ai déplacé ma table à dessin dans sa chambre à la maison. Je gérais tout le cabinet d'architecte pendant la journée, prenant des appels de conférences depuis son chevet, et je lui lisais ses livres préférés la nuit. Quand il est décédé paisiblement dans son sommeil 6 mois plus tard, j'ai eu l'impression que les fondations de mon monde entier s'étaient violemment fissurées en deux. J'étais de nouveau seul. Les funérailles ont été petites, calmes et profondément respectueuses, exactement comme Arthur le voulait. Mais c'est la réunion juridique obligatoire dans le bureau de l'avocat au centre-ville une semaine plus tard qui a vraiment changé tout le paysage de mon avenir. L'avocat successoral d'Arthur, un homme plus âgé, sévère mais gentil, nommé Monsieur Harrison, a fait glisser une pile incroyablement épaisse de documents juridiques sur la table en acajou poli. J'avais supposé qu'Arthur m'avait laissé la maison de style craftsman et peut-être une somme modeste pour maintenir le bon fonctionnement du cabinet d'architecte. Julian, a dit Monsieur Harrison, ajustant ses lunettes et me regardant avec une immense gravité. Arthur était un homme très prudent. Ses investissements au cours des 40 dernières années ont été substantiels. Il a vécu tranquillement, mais il a accumulé agressivement. Il vous a laissé l'intégralité absolue de sa succession. Il m'a tendu une seule feuille de résumé. J'ai fixé la ligne du bas, mon cerveau incapable de traiter les chiffres. La maison, la pleine propriété du cabinet, un immense portefeuille immobilier commercial s'étendant sur 3 États et des actifs liquides très diversifiés. Totalisant un peu plus de 27 millions de dollars. Je ne pouvais plus respirer. L'air semblait raréfié. J'avais 26 ans et j'étais orphelin 2 fois, et soudain, j'étais l'un des jeunes hommes les plus riches du nord-ouest du Pacifique. Je ne voulais pas des millions. Je voulais juste retrouver mon père. Mais Arthur m'avait donné une dernière instruction écrite dans son testament. Julian, construis quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Construis un héritage qu'ils ne pourront jamais enlever. Je l'ai honoré de la seule manière que je connaissais. Je me suis entièrement jeté dans le travail. J'ai agressivement développé le cabinet, remportant d'énormes contrats de rénovation urbaine et des appels d'offres de développement de la ville. J'ai délibérément gardé un profil très bas, évitant activement les magazines mondains,
les galas de charité et le style de vie flashy. Je conduisais un SUV fiable et banal, vivais tranquillement dans l'ancienne maison d'Arthur et me concentrais entièrement sur le travail. Mais une richesse énorme, c'est exactement comme laisser tomber du sang dans un océan infesté de requins. Elle attire inévitablement les prédateurs. Et malheureusement pour moi, l'un de ces prédateurs était quelqu'un qui rampait hors de mon passé le plus sombre. Il s'appelait Léo. Nous avions partagé un lit superposé exigu dans mon deuxième foyer d'accueil le plus abusif. Léo était un survivant, mais il survivait en marchant sur le cou des autres et en volant tout ce qui n'était pas boulonné. Nous avions repris contact brièvement sur les réseaux sociaux il y a quelques années, échangeant principalement des plaisanteries polies et insignifiantes. Mais Léo était actuellement en difficulté. Il passait d'un emploi sans avenir à l'autre, se noyant dans les dettes de cartes de crédit, et il avait remarqué les changements subtils et indubitables dans ma vie. Il a vu les articles de presse locaux sur mon cabinet remportant d'importants contrats municipaux. Léo a fait des recherches approfondies et invasives. Il a trouvé des registres publics. Il a découvert le transfert de la succession Sterling. Et puis il a fait ce que les rats désespérés font toujours. Il a cherché le plus offrant pour me vendre. Je l'ai découvert bien plus tard, mais Léo a réussi à retrouver mon père biologique, Richard Vance. Léo a appelé le téléphone portable de Richard et lui a offert une information très lucrative pour 50 000 $ en espèces. Il a dit à Richard que le fils maladif et inutile qu'il avait abandonné au bureau du comté 16 ans plus tôt était maintenant Julian Sterling, le seul héritier incontesté d'une fortune de 27 millions de $. La trahison a été rapide, calculée et absolument brutale. Dans les jours qui ont suivi cette transaction, le barrage contre ma vie paisible a commencé. Cela a commencé par un appel téléphonique direct à la ligne de mon bureau privé, un numéro non répertorié au public. J'ai décroché, m'attendant à un entrepreneur de la ville. Au lieu de cela, j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis près de 2 décennies, lourde d'une émotion fausse et écœurante. « Julian, mon fils. »« Oh, Dieu merci. C'est ton père, Richard. Nous t'avons cherché partout pendant des années. Ta mère et moi, nous avons fait une terrible, terrible erreur. Nous voulons retrouver notre famille, mon fils. » J'ai raccroché le téléphone immédiatement, mes mains tremblant si violemment que j'ai renversé une tasse de café sur mon bureau, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé. Puis sont venus les emails. Puis les lettres envoyées par courrier recommandé à mon domicile. C'étaient des chefs-d'œuvre absolus de manipulation psychologique. Eleanor a écrit de longues lettres de plusieurs pages, tachées de larmes, sur la façon dont ils avaient été tragiquement forcés de m'abandonner en raison de graves difficultés financières. Comment ils pensaient sincèrement me donner une bien meilleure vie. Comment le cœur de sa mère saignait pour moi chaque jour. C'était absolument dégoûtant. Je me suis souvenu du camion neuf et coûteux qu'ils avaient acheté à Tristan l'année suivante. Je me suis souvenu des abonnements au country club de luxe qu'ils maintenaient activement pendant que je mangeais du pain rassis et portais des vêtements donnés dans un établissement public. Ils ne m'ont pas abandonné par amour. Ils m'ont jeté parce que je ne correspondais pas à leur esthétique d'une famille parfaite et dominante. Mais ils ne se sont pas arrêtés à l'envoi de lettres. Ils ont commencé à se montrer. Richard a essayé de m'acculer dans le parking faiblement éclairé de mon immeuble de bureau tard un mardi soir. Il avait l'air beaucoup plus vieux, son visage rouge, bouffi et désespéré. « Julian, tu dois nous parler » a-t-il crié, agressivement, se mettant devant ma voiture alors que je verrouillais frénétiquement les portes et que je passais en marche arrière. Le sang est plus épais que l'eau. Tu nous dois une conversation. Tu le dois à cette famille. Je ne vous dois rien, ai-je pensé, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches, sortant du garage à toute vitesse. Mais je connaissais les hommes exactement comme Richard Vance. Ils ne développent pas soudainement une conscience après 16 ans. Ils suivent l'argent. Je devais savoir exactement pourquoi ils me chassaient si désespérément en ce moment. J'ai donc engagé le détective privé le plus impitoyable de Portland. Et ce que son équipe a trouvé était la clé exacte dont j'avais besoin pour les détruire complètement légalement. Le dossier d'enquête que le détective privé a lourdement déposé sur mon bureau était plus épais qu'un annuaire téléphonique. Zoé était assise en face de moi dans mon bureau. Les lumières de la ville se reflétaient dans les vitres alors que nous parcourions méthodiquement les pages. La réalité sombre et pathétique de la famille Vance était exposée en détail brutal à travers des relevés bancaires, des dossiers judiciaires et des emails interceptés. Le karma,
il s'est avéré, n'avait pas été tendre avec Richard et Eleanor Vance. L'entreprise de logistique de Richard avait été agressivement restructurée il y a 5 ans, le forçant à une retraite anticipée et humiliante avec une simple fraction de la pension de direction sur laquelle il avait compté. Mais au lieu de réduire tranquillement leur train de vie et de vivre selon leurs moyens, Eleanor a absolument insisté pour maintenir leur façade de country club riche à tout prix. Ils ont contracté une deuxième hypothèque sur leur maison de banlieue. Puis ils en ont contracté une troisième. Mais le véritable trou noir financier, le cancer absolu qui rongeait leur vie, était leur précieux enfant chéri, Tristan. Tristan s'était fait une déchirure au genou dans un accident de fraternité ivre pendant sa 2e année d'université, mettant fin de façon permanente à sa carrière de footballeur avant même qu'elle ne commence professionnellement. Sans le sport pour soutenir son ego massif, il n'avait rien. Il a complètement abandonné, a dilapidé l'énorme fonds d'études que mes parents avaient amassé pour lui, et a rapidement développé une dépendance sévère et incontrôlable au jeu. Selon le rapport détaillé du détective, Tristan devait actuellement plus d'un demi-million de dollars à des personnes très dangereuses et peu recommandables liées à des réseaux de paris sportifs illégaux. Richard et Eleanor avaient entièrement vidé leur compte de retraite 401k, liquidé tous leurs actifs boursiers et maximisé des dizaines de cartes de crédit juste pour éviter que Tristan ne se fasse casser les jambes par des usuriers. La famille Vance était entièrement et catastrophiquement en faillite. Ils étaient à exactement 3 semaines d'une saisie bancaire de leur maison. La seule raison pour laquelle ils pleuraient de fausses larmes et essayaient de me ramener dans le giron familial était de vider de force mes comptes en banque et d'utiliser l'argent durement gagné d'Arthur pour sauver leur précieux premier-né de ses propres échecs catastrophiques. Ils ne veulent pas d'un fils, a dit Zoé, sa voix dégoulinant de dégoût absolu alors qu'elle jetait un relevé bancaire sur le bureau. Ils veulent un distributeur automatique pour régler les problèmes de leur enfant chéri. Ils n'auront pas un seul centime, ai-je répondu, fermant le dossier, une rage froide s'installant dans mes os. Mais Richard et Eleanor devenaient incroyablement désespérés. Quand mon silence est devenu assourdissant, ils ont malicieusement changé de tactique. Ils ont décidé de s'associer avec le diable pour me forcer la main. Quelques jours plus tard, l'action de mon cabinet d'architecte a subi une baisse soudaine et inexplicable. Des chuchotements vicieux ont commencé à circuler dans le milieu très soudé de la construction. De méchantes rumeurs selon lesquelles Julian Sterling était émotionnellement instable, qu'il était un sociopathe cruel abandonnant activement ses parents âgés et démunis dans la rue, que tout son cabinet était bâti sur de l'argent familial volé et détourné. Zoé a fait des recherches et a rapidement retracé les rumeurs malveillantes directement jusqu'à Monsieur Caldwell, un architecte rival amer et vieillissant qui essayait agressivement de racheter mon cabinet depuis des années. Eleanor était allée directement voir Caldwell. Elle s'est assise dans son bureau et lui a servi une histoire larmoyante, fabriquée et très émouvante, me décrivant comme un monstre. En échange de ces ragots scandaleux, Caldwell utilisait activement ses relations avec les médias pour me mettre publiquement la pression. Espérant que la menace d'un cauchemar de relations publiques me forcerait à un accord avec ma famille et affaiblirait par la suite suffisamment mon cabinet pour une offre publique d'achat hostile. Et puis l'insulte suprême est arrivée par la poste. C'était une invitation imprimée sur un papier cartonné épais et ridiculement cher. Vous êtes cordialement invité au 35e renouvellement de vœux de Richard et Eleanor Vance. À l'intérieur de l'enveloppe surdimensionnée se trouvait une note manuscrite d'Eleanor. C'était le texte le plus toxique et le plus manipulatoire que j'ai jamais lu de ma vie. Julian, je sais que tu t'accroches à une colère enfantine, mais tu as abandonné cette famille quand les choses sont devenues difficiles pour nous. Le cœur de ton père est défaillant à cause du stress que tu as causé. Ton frère a désespérément besoin de toi. Nous sommes généreusement disposés à pardonner ton arrogance et à t'accueillir à nouveau, mais tu dois prouver que tu connais ta place dans cette famille. Nous ne pouvons pas te laisser étaler ta richesse imméritée devant nos amis importants. Inclus dans ce paquet se trouve un uniforme. Tu travailleras au service de voiturier lors de notre fête d'anniversaire. Tu serviras la famille que tu as trahie. Si tu refuses de te présenter et de faire cette simple tâche, j'ai une interview exclusive prévue avec le Portland Tribune le lendemain matin. Je leur dirai tout sur ta cruauté. Je ruinerai ta carrière et ta précieuse petite entreprise. J'ai regardé l'uniforme de voiturier en polyester bon marché, emballé dans du plastique, plié à l'intérieur de la boîte en carton qu'ils avaient envoyée. Zoé l'a regardé, son visage devenant pâle de fureur. Appelle les avocats tout de suite, Julian. Poursuis-les en diffamation pour des millions. Obtenez une ordonnance d'éloignement permanente. Enterrez-les si profondément dans les frais de justice qu'ils ne reverront jamais la lumière du jour.
J'ai lentement pris la veste, sentant le tissu rugueux et insultant contre mes doigts. Un calme froid, absolu et terrifiant a envahi tout mon corps. Un procès serait une bataille longue, fastidieuse et ennuyeuse dans une salle d'audience stérile. Il jouerait les victimes devant un juge. Il pleurerait de fausses larmes et tordrait le récit. Non, ce n'était tout simplement pas assez bien. Je ne voulais pas seulement les battre au tribunal. Je voulais briser complètement et publiquement toute leur illusion de supériorité. Je voulais réduire leur royaume en cendres pendant qu'ils se tenaient à l'intérieur. J'ai baissé les yeux sur le lieu de luxe indiqué sur l'invitation brillante, le Harrington Estate. C'était un immense manoir historique tentaculaire dans les West Hills, souvent loué pour des événements outrageusement haut de gamme par des personnes désespérées de paraître plus riches qu'elles ne l'étaient réellement. Je suis retourné à mon ordinateur, je me suis connecté à mes serveurs sécurisés et j'ai sorti mon portefeuille immobilier commercial. J'avais en fait cherché une nouvelle propriété phare à convertir en un immense projet de centre communautaire. J'ai vérifié les annonces du marché. Le Harrington Estate était discrètement sur le marché privé depuis des mois. Le propriétaire actuel était un vendeur en difficulté, profondément endetté et cherchant activement une clôture rapide tout en espèces. Zoé, ai-je dit, ma voix dangereusement stable, complètement dépourvue d'émotion. Appelle nos avocats immobiliers immédiatement. Dis-leur que je veux acheter le Harrington Estate. Tout en espèces. Renonce aux inspections. Je veux que l'acte soit signé et que le titre soit légalement transféré à mon nom d'ici 16 heures ce vendredi. Les yeux de Zoé se sont agrandis de pure incrédulité. Julian, cette propriété vaut facilement 15 millions de dollars. Nous avons les liquidités, mais c'est une précipitation insensée. Et la fête des vents c'est ce samedi soir. Je sais exactement quand est la fête. J'ai souri. Un vrai sourire, sincère et terrifiant. Je vais laisser ma chère mère organiser sa petite fête. Je vais mettre le petit uniforme bon marché qu'elle m'a envoyé, puis je vais entrer directement dans sa nuit parfaite et lui montrer exactement qui possède le sol sur lequel elle se tient. J'ai passé les 48 heures exhaustives suivantes à exécuter la transaction immobilière la plus chère et la plus agressive de toute ma carrière. Mon équipe juridique a travaillé sans relâche. La paperasse était frénétique. Les virements massifs ont franchi les obstacles bancaires. Et à 16h15 le vendredi après-midi, l'encre était sèche. Julian Sterling était le seul propriétaire légal du Harrington Estate. Ce qui nous ramène directement à ce soir. Debout dans le grand hall, la musique de jazz jouant, desserrant la cravate bon marché et qui gratte, j'ai regardé de l'autre côté de la pièce bondée ma mère, Eleanor, qui sirotait du champagne, entièrement inconsciente que le magnifique toit au-dessus de sa tête, les sols en marbre sous ses pieds, appartenait au fil maladif qu'elle avait jeté comme une ordure. Elle pensait que je portais cet uniforme comme un signe pathétique de soumission. Elle pensait que j'étais terrifié par ces menaces médiatiques. J'ai tendu la main, j'ai saisi les revers de la veste de voiturier en polyester et je me suis préparé à l'arracher. Il était temps de donner à la famille Vance la réunion inoubliable qu'elle méritait si désespérément. Le Harrington Estate était un chef-d'œuvre à couper le souffle de l'architecture classique du nord-ouest du Pacifique. Et en tant qu'architecte ayant consacré ma vie à comprendre l'intégrité structurelle des bâtiments, je comprenais intimement les os du lieu où nous nous trouvions actuellement. Les immenses piliers porteurs du grand hall étaient méticuleusement sculptés dans de l'acajou massif et ancien. Spécifiquement conçus par des maîtres artisans il y a un siècle pour supporter le poids immense et écrasant des plafonds voûtés au-dessus. C'était une belle structure entièrement construite sur la vérité absolue, une force inébranlable et des fondations sans compromis. C'était, à tous égards mesurables, l'exact opposé de la famille Vance. Richard et Eleanor Vance se tenaient actuellement au centre de cette magnifique pièce, buvant du champagne coûteux, complètement inconscients du fait indéniable que toute leur vie était construite sur une fondation rapidement en ruine de dettes toxiques, de mensonges malveillants et d'illusions désespérées et pathétiques. Je me tenais silencieusement derrière le comptoir de vestiaire en bois antique. Le col en polyester horrible et qui gratte de cet uniforme de voiturier humiliant me frottait le cou à chaque petit mouvement. J'ai regardé la fête d'anniversaire se dérouler sous mes yeux comme une pièce de théâtre mal écrite et très prévisible. La pièce était absolument bondée de l'élite locale de Portland. Il y avait des politiciens régionaux cherchant désespérément des donateurs de campagne, des cadres intermédiaires d'entreprises gonflant leur propre importance et des mondains fortunés qui passaient toute leur misérable vie à essayer d'impressionner agressivement des gens qu'ils méprisaient. Secrètement. Mon frère aîné, Tristan,
est entré en se pavanant dans le grand hall. Il portait un smoking qui semblait légèrement trop serré autour de ses larges épaules, probablement une location bon marché de dernière minute qu'il essayait désespérément de faire passer pour une confection européenne sur mesure. Il tenait un lourd verre en cristal de liquide ambré serré dans sa main droite, et son visage était déjà rouge d'une couleur profonde et malsaine à cause de l'alcool. Il s'est approché directement de mon comptoir de vestiaire, jetant agressivement le manteau d'hiver en cachemire coûteux d'une femme sur le bois poli sans la moindre once de décence humaine. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux vers mon visage. Pour Tristan Vance, je n'étais pas un être humain. Je n'étais pas son frère. J'étais juste une partie du mobilier de fond invisible, un serviteur sans visage spécifiquement désigné par la société pour gérer ses dégâts et porter ses fardeaux. Garde un œil très attentif là-dessus, mon pote, a bredouillé Tristan, s'appuyant lourdement contre le comptoir antique, son haleine sentant massivement le scotch bon marché et la mentrance. Et assure-toi que tes gars ne mettent pas une seule égratignure sur l'Audi noir garé devant. C'est un leasing d'entreprise tout neuf, et la direction du concessionnaire est un cauchemar absolu pour la peinture extérieure. Il a ri bruyamment de sa propre terrible blague, ajustant maladroitement ses poignets de chemise. Je l'ai regardé, sondant ma propre âme, et j'ai réalisé que je ne ressentais absolument rien. Il n'y avait aucune colère persistante, aucun lien fraternel tragique, juste une observation froide et très clinique d'un homme en échec. C'était le légendaire enfant chéri. C'était le prodige athlétique inarrêtable pour lequel mes parents avaient joyeusement sacrifié mon enfance. Maintenant, selon les normes dossiers d'enquête privée très détaillés, enfermé en toute sécurité dans mon bureau d'entreprise, il était un toxicomane au jeu, au chômage chronique, qui devait plus d'un demi-million de dollars à des usuriers incroyablement violents. L'Audi de luxe dont il se vantait bruyamment auprès d'un voiturier avait indéniablement des mois de retard sur ses paiements de leasing. Le désespoir financier suffocant irradiait pratiquement de sa peau par vagues. Mal masqué seulement par un lourd parfum de créateur et de l'alcool cher, j'ai tranquillement pris le manteau en cachemire, lui étendu un petit ticket en plastique numéroté et les regardé trébucher aveuglément pour retourner dans la foule immense. Quelques minutes plus tard, les véritables architectes de la misère de mon enfance sont entrés parfaitement dans mon champ de vision directe. Richard et Eleanor. Ils étaient blottis l'un contre l'autre près d'une immense sculpture de glace de 2 cygnes en train de fondre, en pleine conversation intense et à voix basse avec un homme que j'ai reconnu instantanément. C'était Monsieur Caldwell. Caldwell était l'architecte rival amer, vieillissant et entièrement contraire à l'éthique qui menait agressivement une campagne de diffamation malveillante et très coordonnée contre mon cabinet depuis 3 semaines angoissantes. Eleanor était personnellement allée à son bureau du centre-ville et lui avait servi des mensonges absolument horribles sur mon caractère. Et Caldwell utilisait avec empressement et sans pitié ces histoires fabriquées pour essayer de forcer une offre publique d'achat hostile de mon immense portefeuille immobilier commercial. Je suis sorti légèrement de l'ombre profonde du vestiaire, me déplaçant juste assez près pour entendre leur conversation à voix basse par-dessus le jeu doux et rythmé du groupe de jazz en direct. « Vous n'avez absolument rien à craindre, Eleanor, a dit Caldwell doucement, faisant tourner le champagne coûteux dans sa flûte en cristal. Le cabinet de Julian subit un coup massif et sans précédent dans la presse économique locale. Les rumeurs soigneusement plantées sur sa santé mentale très instable. Son comportement d'entreprise erratique et son traitement incroyablement cruel et sans cœur envers vous deux se répandent dans le conseil municipal comme une traînée de poudre. Le conseil d'administration n'aura d'autre choix que de le forcer à démissionner immédiatement pour sauver la réputation du cabinet. Ou mieux encore, ils le forceront à me vendre ses actions majoritaires directement pour une bouchée de pain. Eleanor a souri. Un sourire narquois, vicieux, triomphant et entièrement maléfique qui n'atteignait même pas ses yeux froids. Bien. C'est exactement ce qu'il mérite. Il a désespérément besoin d'apprendre une dure leçon sur la loyauté familiale. Il pense bêtement que juste parce que ce vieil homme pathétique lui a laissé un héritage massif, il est en quelque sorte intouchable dans cette ville. Nous sommes sa vraie famille. Nous lui avons donné la vie. Nous l'avons construit. Il nous doit toute son existence. Richard a bombé le torse fièrement, ajustant agressivement sa cravate en soie d'un geste arrogant du poignet. Le garçon est fondamentalement faible, Caldwell. Il a toujours été un énorme passif financier pour ma maison, même quand il n'avait que 10 ans et pleurait dans sa chambre. Il n'a absolument pas l'estomac ni le courage pour une véritable guerre d'entreprise brutale. Une fois que vous appliquerez la pression juridique maximale avec cette menace de procès imminente, Julian s'effondrera complètement. Il reviendra ramper vers cette famille à genoux, implorant nos conseils et notre protection.
Et quand il craquera enfin, nous interviendrons avec plaisir, prendrons le contrôle juridique total de ce fonds fiduciaire massif et garantirons enfin l'héritage de la famille Vance pour le siècle prochain. Tristan a désespérément besoin de cette injection de capital importante pour démarrer sa nouvelle entreprise de logistique et régler ses dettes mineures actuelles. Je me tenais là, dans l'ombre, mon cœur battant à un rythme lent et terrifiant, écoutant mon père biologique comploter ouvertement et fièrement pour me voler agressivement mon argent afin de financer illégalement les dettes de jeu catastrophiques de son enfant chéri. Ils étaient entièrement, totalement convaincus de leur propre éclat inégalé. Ils pensaient sincèrement qu'ils jouaient à une partie d'échecs d'entreprise sophistiquée et à enjeux élevés, alors qu'ils croyaient que j'étais simplement un pion sans cervelle qu'ils pouvaient sacrifier nonchalamment pour la deuxième fois de ma vie. Richard a regardé sa montre en or cher, très polie et probablement complètement contrefaite. En parlant d'injection de capital massive, Marcus Thorne devrait arriver d'une minute à l'autre. J'ai travaillé sans relâche pour sécuriser cette connexion vitale pendant 6 mois exténuants. Si je peux juste obtenir 5 minutes ininterrompues avec Thorne ce soir dans le salon VIP, je peux lui présenter avec succès un projet de logistique commun révolutionnaire. Le capital d'investissement illimité de Thorne est exactement ce dont cette famille a besoin pour nous catapulter en permanence dans la tranche d'imposition la plus élevée de l'État. Eleanor lui a tapoté le bras avec une immense fierté. Tu es brillant, Richard. Simplement brillant. Ce soir va être absolument parfait. Marcus Thorne. Ce nom lourd a résonné bruyamment dans ma tête. Marcus Thorne était le légendaire et très redouté PDG d'un immense conglomérat international de développement urbain. C'était un titan absolu de l'industrie mondiale. Un homme qui pouvait facilement faire ou défaire une carrière d'une vie avec un seul court appel téléphonique. Richard Vance croyait désespérément et pathétiquement que Marcus Thorne était son billet d'or ultime pour sortir de la ruine financière complète et de la faillite catastrophique. Ce que Richard Vance ne savait absolument pas et ce qui était sur le point de détruire systématiquement et impitoyablement tout son univers en quelques minutes. C'est que Marcus Thorne ne venait pas à cette fête d'anniversaire pour investir un seul centime dans un gestionnaire de logistique en faillite, usé et lourdement endetté. Marcus Thorne venait ici ce soir parce que son immense conglomérat venait de signer un contrat de développement urbain historique de plusieurs millions de dollars pour revitaliser tout le front de mer du centre-ville de Portland. Et ils avaient signé ce contrat exclusif massif directement avec mon cabinet d'architecte. Julian Sterling était le concepteur visionnaire principal et le principal actionnaire majoritaire de tout le projet d'1 milliard de dollars. Marcus Thorne, le milliardaire que mon père vénérait actuellement, travaillait pratiquement pour moi. Le groupe de jazz en direct a terminé son long set et un murmure doux et expectatif a parcouru la foule immense de mondains. J'ai regardé la grande horloge de grand-père antique qui se tenait dans le coin sombre du grand hall. Il était exactement 20h30. Le piège était maintenant entièrement tendu. Les invités fortunés étaient entièrement détendus. Le champagne coûteux coulait à flot, et l'ego collectif de la famille Vance était artificiellement gonflé à son maximum dangereux absolu. J'ai pris une lente, profonde et apaisante inspiration. J'ai pensé aux nuits glaciales et terrifiantes passées sur un matelas mince dans le foyer d'accueil géré par l'État. J'ai pensé aux larmes chaudes que j'ai versées dans un oreiller bon marché et qui gratte quand j'avais 10 ans, me demandant désespérément pourquoi je n'étais pas assez fort ou assez bien pour être aimé inconditionnellement par mes propres parents. J'ai pensé à Arthur Sterling, l'homme incroyablement gentil et brillant qui a doucement ramassé les morceaux brisés de ma vie et m'a méticuleusement appris à construire une forteresse impénétrable autour de mon cœur. Je le devais à l'héritage brillant d'Arthur, et je le devais à ce petit garçon terrifié et abandonné que j'étais, d'exécuter ce moment sans faille. Je suis sorti complètement de derrière le lourd comptoir de vestiaire en acajou. J'ai marché avec une détermination absolue et inébranlable vers le centre indéniable du grand hall, me plaçant juste au milieu du double escalier magnifique et large où tout le monde dans la pièce pouvait me voir. Eleanor m'a repéré presque immédiatement. Ses yeux parfaitement manucurés se sont agrandis d'horreur absolue et de fureur débridée. Elle a agressivement et grossièrement bousculé un serveur portant un plateau d'amuse-gueule, son collier de perles coûteux cliquetant violemment contre sa poitrine, et a marché directement vers moi comme un prédateur. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, au nom du ciel ?» a-t-elle sifflé, sa voix un murmure venimeux et aigu destiné uniquement à mes oreilles. « Retourne derrière ce comptoir à l'instant. Tu nous embarrasses activement devant le maire. Julian, n'ose pas faire une scène publique ce soir où je jure devant Dieu que j'appellerai le tribune tout de suite et que je détruirai absolument ta pathétique petite vie et ta stupide entreprise. » Je ne lui ai pas répondu avec des mots. Au lieu de cela,
j'ai simplement tendu la main vers le col suffocant de l'uniforme de voiturier en polyester bon marché et emballé dans du plastique. D'un mouvement rapide et très délibéré, j'ai déboutonné la terrible veste. J'ai retiré mes bras des manches restrictives, laissant le tissu horrible, qui gratte et humiliant, glisser complètement de mes épaules. J'ai laissé tomber l'uniforme de voiturier directement sur le sol en marbre italien immaculé, le traitant comme l'ordure absolue qu'il était. Sous l'uniforme hideux, je portais un costume sur mesure bleu nuit à $5000, parfaitement ajusté à ma silhouette par les meilleurs artisans de la ville. J'ai calmement ajusté ma lourde cravate en soie, roulant mes larges épaules en arrière. Je n'avais plus l'air d'un enfant d'accueil terrifié et abandonné. Je n'avais plus l'air d'un passif financier faible et pathétique. J'avais exactement l'air du PDG incroyablement puissant et multimillionnaire d'un empire architectural très dominant. Eleanor a eu un hoquet bruyant, faisant un pas en arrière chancelant de pur choc. Richard, remarquant l'agitation soudaine de l'autre côté de la pièce, s'est précipité avec Monsieur Caldwell le suivant de près, nerveusement. Julian, a aboyé Richard, son visage prenant cette nuance familière et très dangereuse de rouge agressif. Je m'en suis souvenu de mon enfance. Ramasse cette veste tout de suite. As-tu complètement perdu la tête? Tu es un invité dans ce lieu et tu obéiras aux règles strictes de cette famille. J'ai regardé Richard Vance droit dans les yeux. Un calme terrifiant et absolu a envahi tout mon corps comme de l'eau glacée. J'ai souri. Je ne suis pas un invité, Richard, ai-je dit, ma voix portant clairement, résonnant avec une autorité absolue dans le silence de mort soudain de l'immense hall. Et vous ne faites absolument plus les règles. Avant que Richard ne puisse hurler sa prochaine insulte furieuse, les lourdes portes d'entrée en chaîne massive du magnifique Harrington Estate se sont ouvertes en grand. L'air frais et vif de la nuit s'est engouffré violemment dans le hall chaud et incroyablement suffocant, transportant instantanément le ronronnement distinct, lourd et puissant d'un moteur massif et finement réglé. Dehors, tournant parfaitement au ralenti sur l'allée circulaire et méticuleusement entretenue en pavé, se trouvait une Rolls-Royce Phantom noire de jet, étincelante et immaculée. Mon chauffeur personnel et très bien payé venait de s'arrêter précisément à la minute exacte que nous avions prévue. Le véritable voiturier du domaine, un homme travailleur dont je payais maintenant personnellement le généreux salaire sur mes propres comptes d'entreprise, s'est précipité en panique et a respectueusement ouvert la lourde porte arrière blindée de la Rolls-Royce. Marcus Thorne en est sorti. Thorne était une figure incroyablement imposante, un homme d'une cinquantaine d'années avec des yeux vifs et impitoyablement calculateurs et un costume anthracite sur mesure qui coûtait sans aucun doute plus que la valeur nette restante de Richard Vance. Alors qu'il franchissait avec assurance les lourdes portes en chêne et entrait sur le sol en marbre du hall, toute la fête d'anniversaire est tombée dans un silence stupéfait et absolument à couper le souffle. C'était le prédateur suprême du monde des affaires modernes, et sa seule présence commandait une soumission totale de l'élite locale. Richard Vance vibrait pratiquement d'une excitation désespérée et pathétique. Il a complètement ignoré la confrontation tendue avec moi, passant agressivement et négligemment par-dessus ma veste de voiturier jetée sur le sol. Il a affiché son sourire de dirigeant le plus charmant et terrifiant de fausseté, a redressé sa posture et a pratiquement couru à travers la pièce vers le milliardaire. Monsieur Thorne, a tonné Richard bruyamment, désespérément, tendant sa main droite pour une poignée de main ferme. Richard Vance, c'est un honneur absolu et profond de vous avoir à notre renouvellement de vœux ce soir. J'ai été incroyablement impatient de discuter d'une synergie logistique brillante et très lucrative avec votre équipe de développement mondial. Marcus Thorne n'a même pas ralenti sa démarche puissante. Il a baissé les yeux sur la main agressivement tendue de Richard avec une confusion brève, légère, presque apitoyée, puis l'a complètement et totalement ignorée. Il est passé juste à côté de mon père biologique comme si l'homme n'était rien de plus qu'un meuble invisible et très insignifiant dans le hall d'un hôtel. Thorne a marché avec une détermination absolue droit vers le centre du grand hall. S'arrêtant à exactement 1 mètre de moi, le PDG milliardaire, un homme impitoyable qui commandait nonchalamment les marchés financiers mondiaux et dictait le commerce international, a légèrement incliné la tête dans un geste très visible de respect professionnel profond et indéniable. Monsieur Sterling, a dit Thorne, sa voix incroyablement profonde et résonnant bruyamment dans la pièce complètement silencieuse. Je vous présente mes sincères et profondes excuses pour mon retard ce soir. La réunion du conseil municipal concernant les permis de zonage a duré incroyablement longtemps. Mais je tenais absolument à venir ici personnellement pour livrer les contrats finaux légalement signés pour le projet de développement massif du front de mer. Thorne a souri sincèrement, regardant autour de lui les magnifiques plafonds voûtés imposants, les boiseries complexes et les lustres en cristal étincelant.
Et je dois simplement dire, Julian, que la paperasserie juridique agressive pour l'acquisition de ce Harrington Estate n'était rien de moins que brillante. Mon équipe a été incroyablement impressionnée. Le virement massif a franchi sans problème nos obstacles bancaires hier après-midi. Félicitations pour votre toute nouvelle propriété immobilière commerciale. C'est une acquisition historique vraiment stupéfiante pour votre portefeuille personnel. Le silence dans le grand hall était si absolu, si incroyablement lourd et suffocant, qu'on aurait pu entendre une seule épingle tomber sur le sol en marbre italien. Richard Vance se tenait complètement figé au milieu de l'immense pièce, ses mains toujours maladroitement et pathétiquement tendues dans le vide, son visage passant rapidement d'une profonde confusion à un choc profond, puis à une prise de conscience horrifiante et écrasante. Eleanor avait l'air comme si tout le sang avait été violemment et instantanément drainé de tout son corps. Sa mâchoire pendait littéralement grande ouverte, ses yeux paniqués allant et venant frénétiquement et désespérément entre mon visage calme et la posture respectueuse de Marcus Thorne. Une acquisition, a balbutié faiblement Richard, sa voix se brisant horriblement, complètement dépourvue de son autorité agressive et retentissante habituelle. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Il doit absolument y avoir une sorte de malentendu massif ici. C'est un lieu public loué. Julian est juste mon fils. C'est un garçon arrogant et très ingrat qui dirige un très petit cabinet en difficulté. Marcus Thorne s'est tourné lentement, regardant Richard Vance avec une expression de pitié froide, très clinique, presque chirurgicale. Vous devez être gravement et dangereusement mal informé, monsieur. Julian Sterling est l'actionnaire majoritaire incontesté et le PDG de Sterling Architectural Enterprises. La valeur nette de son cabinet personnel dépasse actuellement 50 millions de dollars. Et depuis exactement 48 heures, Sterling a acheté avec succès l'acte de propriété exclusive du Harrington Estate dans une transaction toute en espèces très agressive. Il possède légalement les murs historiques qui vous entourent, le sol en marbre sous vos pieds et le magnifique toit au-dessus de votre tête. Je me suis avancé lentement, délibérément, réduisant la distance physique entre moi et mes parents biologiques. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin de crier ou de hurler pour affirmer ma domination. Quand on détient absolument tout le pouvoir dans une pièce, un murmure silencieux est infiniment plus fort et plus terrifiant qu'un cri désespéré. Bienvenue dans ma nouvelle maison, Richard, ai-je dit, ma voix incroyablement douce, inébranlable et glaciale. J'espère sincèrement que le traiteur coûteux est à votre goût ce soir. Je me suis absolument assuré d'approuver moi-même le menu lorsque j'ai examiné le budget de fonctionnement de la propriété. Eleanor a laissé échapper un hoquet aigu et incroyablement étranglé, se tenant la gorge. Julian, tu as vraiment acheté toute cette maison? J'ai acheté le domaine, Eleanor, les yeux corrigés doucement, mes yeux se fixant sur les siens avec une intensité sans ciller. Je l'ai acheté parce que je n'aime absolument pas recevoir des lettres d'extorsion pathétiques par la poste. Vous m'avez envoyé un uniforme de voiturier bon marché et humiliant et avez agressivement menacé de détruire toute ma carrière d'entreprise avec des fuites médiatiques fabriquées et une diffamation très illégale. Vous pensiez sincèrement que vous pouviez m'humilier publiquement pour que je paie aveuglément les dettes de jeu massives et dangereuses de Tristan. Vous pensiez que j'étais toujours ce garçon de 10 ans terrifié et sans défense que vous avez impitoyablement jeté au bureau du comté sans une seconde pensée. Les murmures choqués ont soudainement éclaté bruyamment parmi les invités fortunés. Les mondains d'élite qu'Eleanor avait passé des décennies à essayer désespérément d'impressionner chuchotaient maintenant agressivement, pointant du doigt et regardant directement la famille Vance avec un dégoût non filtré et très visible. L'illusion soigneusement conçue et obsessionnellement maintenue de la famille américaine parfaite, riche et dominante se brisait violemment en 1 million de morceaux irréparables en temps réel sous leurs yeux. J'ai complètement ignoré leur panique et j'ai tourné mon attention exclusive vers Monsieur Caldwell, l'architecte rival amer qui avait propagé avec empressement les rumeurs malveillantes. Caldwell essayait activement et désespérément de se frayer un chemin vers les lourdes portes d'entrée, son visage pâle luisant de sueur nerveuse et terrifiée. Monsieur Caldwell, ai-je appelé brusquement, figeant complètement l'homme sur place. Vous quittez la fête si tôt? J'ai reçu le mémoire juridique très détaillé de mes avocats d'entreprise tôt ce matin. Nous engageons officiellement et agressivement une poursuite en diffamation et en sabotage d'entreprise de plusieurs millions de dollars contre vous et tout votre cabinet à exactement 8 heures du matin lundi. Nous avons des preuves documentaires solides et indéniables, y compris des déclarations légalement enregistrées et des pistes numériques prouvant que vous avez malicieusement collaboré avec Eleanor Vance pour manipuler illégalement le cours de l'action publique de mon cabinet.
Le temps que mon équipe juridique impitoyable en ait complètement fini avec vous, vous serez entièrement en faillite, dépouillé de votre licence d'architecte, et vous n'aurez même pas le droit légal de concevoir une niche en bois dans tout cet état. Caldwell avait l'air d'être sur le point d'être violemment et physiquement malade sur tout le sol en marbre. Il n'a pas dit un seul mot pour sa défense. Il s'est juste retourné, a bousculé un serveur et a pratiquement sprinté hors des immenses portes d'entrée, fuyant lâchement dans la nuit noire. Tristan, mon soi-disant frère chéri, s'est finalement frayé un chemin jusqu'au premier rang de la foule stupéfaite. Le courage liquide de l'alcool s'était complètement et instantanément évaporé de son système. Il m'a regardé, ses yeux injectés de sang grands ouverts, avec une panique authentique, absolue et mortelle. Il a enfin vraiment réalisé que l'homme calme qui se tenait devant lui dans le costume sur mesure n'était plus son souffre-douleur d'enfance. C'était son bourreau ultime. « Julian, mec, s'il te plaît, écoute-moi », a balbutié pathétiquement Tristan, levant ses grandes mains défensivement dans un geste de reddition totale. C'est complètement fou. On est frères, mec. Tu es complètement blindé. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste nous laisser tomber comme ça. Les gars à qui je dois de l'argent. Ils sont incroyablement dangereux. Ils ne rigolent plus. Ils vont me casser les jambes pour de bon, Julian. Ou pire. Tu dois m'aider. Tu as l'argent. Le sang est plus épais que l'eau. Vraiment, ai-je demandé, inclinant légèrement la tête, fixant l'homme incroyablement pathétique et brisé qui tremblait devant moi. Où était exactement cette loyauté sacrée du sang quand je mourais littéralement de faim dans un foyer d'accueil public glacial? Où était cette loyauté familiale féroce quand notre père m'a regardé et m'a traité de passif financier faible et pathétique? Tu n'es pas mon frère, Tristan. Tu ne l'as jamais été. Tu n'es qu'un toxicomane en faillite et raté qui se tient dans mon hall, implorant désespérément une aide financière d'un homme que tu as passé toute ta misérable vie à mépriser violemment. J'ai lentement fouillé dans la poche intérieure de ma veste de costume sur mesure et j'en ai sorti une épaisse pile de papiers juridiques officiels, lourdement pliés. C'était une copie directe et non expurgée de l'énorme dossier financier très détaillé du détective privé. Je sais absolument tout, ai-je annoncé à voix haute à toute la pièce, m'assurant que chacun de leurs amis de la haute société m'entendait parfaitement. Je sais tout sur la deuxième et la troisième hypothèque à taux d'intérêt élevé que vous avez contracté pour maintenir votre faux style de vie. Je connais la liquidation complète et désespérée de vos fonds de retraite 401K. Je sais que votre maison de banlieue fait face à une saisie bancaire active et indéniable dans exactement 21 jours. Et je sais tout sur les 500 000 $ que Tristan doit actuellement à un syndicat de paris sportifs illégal et incroyablement violent. Eleanor a immédiatement commencé à pleurer ouvertement et hystériquement, le mascara lourd et coûteux coulant rapidement sur son visage pâle entraîné sombre et incroyablement laide. « Julian, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête ça. Tu nous humilies totalement devant tous ceux que nous connaissons. Je suis ta mère. Tu as définitivement perdu le droit absolu d'utiliser ce mot le jour exact où tu te tenais à l'évier, lavant nonchalamment une tasse de café, et que tu as regardé ton mari me traîner hors de ta maison sous la pluie glaciale, ai-je répondu. Ma voix complètement et terrifiante de mort de toute émotion humaine. Je me suis lentement retourné vers Richard, l'homme qui avait impitoyablement terrorisé mon enfance, l'homme qui exigeait une obéissance absolue et sans faille de tous ceux qui l'entouraient. Debout là, dans son smoking de location, son ego massif complètement détruit. Il avait l'air incroyablement petit. Il avait l'air incroyablement pathétiquement vieux. La façade agressive et dominante du mâle alpha s'était complètement et instantanément effondrée, ne laissant derrière elle absolument rien d'autre qu'une fraude terrifiée, en faillite et très exposée. Tu m'as fièrement dit à Thanksgiving qu'un Vance construit des empires massifs, ai-je dit doucement, le regardant avec rien d'autre qu'une pitié absolue. Tu avais complètement tort, Richard. Tu as construit un château de cartes fragile et pathétique. Et ce soir, je viens de le faire s'effondrer. L'atmosphère dans l'immense grand hall est passée instantanément d'un silence stupéfait et a coupé le souffle à un exode public de masse frénétique et incroyablement embarrassant. L'élite fortunée de Portland, les mêmes personnes de la haute société qu'Eleanor et Richard avaient littéralement sacrifié leur propre fils et tout leur avenir financier pour impressionner agressivement. Ne voulaient absolument rien avoir à faire avec la puanteur très contagieuse de la faillite catastrophique et des dettes de jeu illégales et violentes. Ils ont silencieusement et rapidement posé leur flûte de champagne en cristal coûteuse, ont pratiquement couru au vestiaire pour récupérer leurs affaires auprès du personnel de voituriers stupéfaits et aux yeux écarquillés.
et se sont précipités hors des lourdes portes d'entrée sans offrir même un seul au revoir poli à la famille Vance. En exactement 10 minutes incroyablement chaotiques, le Harrington Estate de 15 millions de dollars était entièrement et complètement vide d'invités, à l'exception de moi-même, de Marcus Thorne, qui regardait avec une approbation silencieuse. De mon équipe de sécurité privée très entraînée et des restes pathétiques et en pleurs de la famille Vance. Les larges épaules de Richard se sont complètement affaissées comme si les ficelles invisibles qui le maintenaient droit avaient été violemment coupées. Le combat agressif et sans fin avait complètement et indéniablement disparu de ses yeux ternes. Il a regardé autour de l'immense pièce totalement vide, réalisant avec une clarté écrasante que sa position sociale élevée, tout son avenir financier et son héritage familial désespérément gardé venaient d'être complètement vaporisés sous ses yeux. Il s'est lentement et d'un pas tremblant dirigé vers moi, ses grandes mains tremblant violemment à ses côtés. Et puis il a fait la seule chose absolue que je n'aurais jamais cru voir le grand Richard Vance faire de toute ma vie. Il est tombé lourdement à genoux sur le sol de marbre italien froid et dur. Julian, a sangloté Richard, sa voix un écho pathétique, brisé et humide dans le hall vide. Julian, s'il te plaît, je t'en supplie à genoux. J'ai été un père terrible, horrible. J'ai été un monstre cruel. Je l'admets tout. Punis-moi comme tu veux. Mais s'il te plaît, mon fils, s'il te plaît, sauve ton frère aîné. Ils vont vraiment tuer Tristan. Les usuriers. Ils ne se soucient pas de nos excuses ou de nos regrets. Si tu as des millions à la banque, quelques centaines de milliers de dollars ne sont absolument rien pour toi. C'est de l'argent de poche. Sois le plus grand des hommes, Julian. Sauve la vie de ta famille. Eleanor est immédiatement tombée lourdement à genoux juste à côté de lui, agrippant désespérément l'ourlet immaculé de mon pantalon de costume sur mesure avec ses mains tremblantes. Nous ferons absolument tout ce que tu demanderas. Nous signerons n'importe quel contrat juridique. Nous déménagerons pour toujours et ne te dérangerons plus jamais. Paie juste la dette de jeu Julian, je t'ai mis au monde. Tu me dois la vie. Je suis resté là, en silence, regardant les deux personnes agenouillées pathétiquement à mes pieds. Pendant 16 longues années, à travers toutes les nuits solitaires en famille d'accueil et les années exténuantes à construire mon cabinet, j'avais activement fantasmé sur ce moment précis. Je pensais sincèrement que voir les personnes cruelles qui m'avaient brisé enfin ramper et pleurer pour ma miséricorde m'apporterait une joie profonde, explosive et écrasante. Je pensais que je ressentirais un incroyable sentiment de guérison, de justification ultime. Mais en les regardant attentivement, pleurant sur mon sol coûteux, je n'ai pas ressenti de joie. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti une seule once de triomphe. J'ai juste ressenti un sentiment écrasant et incroyablement lourd de néant absolu. Ils étaient complètement pathétiques. Ils n'étaient plus les monstres terrifiants de mon enfance. Ils n'étaient que des personnes tristes, brisées et incroyablement égoïstes qui avaient systématiquement détruit leur propre vie par pure arrogance et cupidité sans phare. Doucement, mais avec une fermeté absolue et inébranlable, j'ai reculé, retirant doucement la jambe de mon pantalon coûteux de la prise désespérée et griffante d'Eleanor. « Levez-vous » ai-je ordonné, ma voix plate, froide et résonnant bruyamment contre les plafonds voûtés. Ils se sont lentement et hésitamment relevés, leurs visages lourdement tachés de larmes et de pur désespoir. Une minuscule et pathétique lueur d'espoir a soudainement brillé dans leurs yeux rouges. Ils pensaient en fait bêtement que leur pathétique et théâtrale démonstration de pleurs avait fonctionné sur mes émotions. Ils pensaient sincèrement que j'allais sortir un chéquier et leur écrire aveuglément un chèque massif pour les sauver de leurs propres terribles conséquences. Je n'ai pas tendu la main vers un stylo. Au lieu de cela, j'ai simplement levé la main et fait un signe sec au chef de mon service de sécurité privé très bien payé, un ancien marine massif et lourdement tatoué nommé Davis. Il s'est avancé instantanément, son visage complètement dépourvu d'émotion. « Richard, Eleanor, Tristan » ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de toute chaleur ou connexion humaine restante. Je ne suis absolument pas votre sauveur. Je ne suis pas un distributeur automatique personnel pour vos échecs catastrophiques, et je ne suis très certainement légalement et émotionnellement pas votre fils. Je ne paierai absolument pas un seul centime pour les dettes illégales et violentes de Tristan. Si des hommes dangereux viennent chercher à lui casser violemment les jambes, je lui suggère fortement d'apprendre enfin à courir très vite. Tristan a laissé échapper un hurlement long, incroyablement pathétique et aigu, cachant désespérément son visage rouge dans ses mains tremblantes et se détournant de moi. De plus, en tant que seul propriétaire légal de cette propriété commerciale, ai-je poursuivi, inflexible,
fixant directement les yeux vaincus de Richard. Je résilie officiellement et légalement votre contrat de location pour ce lieu, avec effet immédiat. À partir de cette seconde exacte, vous êtes légalement en situation d'intrusion sur une propriété privée. Eleanor a eu un hoquet bruyant, se tenant la poitrine de façon dramatique comme si on lui avait tiré dessus. Julian, tu ne peux pas être sérieux. C'est notre 35e anniversaire. Tu ne peux pas nous jeter violemment dans la rue sombre au milieu de la nuit. Nous n'avons nulle part où aller. Je l'ai regardé, inclinant légèrement la tête sur le côté. Un souvenir froid et incroyablement vif a soudainement flashé derrière mes yeux. La forte pluie de Portland. Le bureau de comté stérile. La seule petite valise cabossée contenant toute ma vie. Je vous donne exactement 10 minutes pour quitter complètement ma propriété, ai-je dit, ma voix baissant à un murmure très dangereux et absolu qui portait une autorité totale. Mon équipe de sécurité vous escortera physiquement jusqu'à la porte d'entrée. Si vous avez désespérément besoin d'emballer des restes de nourriture du traiteur ou des effets personnels, vous avez droit à une seule et unique valise. Exactement une, pas plus. La poésie absolue et dévastatrice de ce moment précis a frappé Richard Vance comme un coup de poing physique brutal à l'estomac. Il a chancelé en arrière, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson suffocant, mais absolument aucun son n'en est sorti. Il a enfin vraiment compris la finalité absolue et terrifiante de ce qui lui arrivait. Le karma n'était pas seulement arrivé à sa porte. Il avait méticuleusement audité toute sa vie cruelle et rendu le verdict final et indéniable. Sortez-les, Davis, ai-je ordonné fermement, me détournant. Je leur ai complètement tourné le dos. Je n'ai pas pris la peine de regarder mon immense équipe de sécurité escorter physiquement et agressivement la famille Vance en sanglots, brisée et ruinée hors des lourdes portes en chêne du Harrington Estate. Je n'ai pas écouté leurs supplications pathétiques et faiblissantes pour obtenir pitié, qui résonnait dans l'allée. Je me suis juste dirigé calmement vers le bar coûteux, je me suis versé un simple verre d'eau pétillante et j'ai regardé paisiblement par les immenses baies vitrées dans la nuit sombre et incroyablement calme. La violente tempête de mon passé était enfin terminée. Les monstres étaient définitivement partis. 2 années incroyablement paisibles et très productives ont passé. L'ensemble de la ligne d'horizon architecturale de Portland changeait rapidement, et mon puissant cabinet était celui qui dessinait avec confiance les nouvelles lignes audacieuses. L'immense Harrington Estate, le site de ma victoire finale, avait été complètement et systématiquement vidé et magnifiquement rénové. Il était complètement transformé d'un symbole d'excès de richesse en le siège très acclamé et ultramoderne de la nouvelle fondation Sterling. Nous n'organisions absolument plus de fêtes somptueuses et inutiles pour des milliardaires arrogants. Au lieu de cela, nous organisions exclusivement d'immenses galas de charité pour financer agressivement l'enseignement supérieur complet. La thérapie de santé mentale et des programmes de logement sécurisés pour les adolescents vulnérables qui sortaient activement du système de placement familial de l'État. Nous leur avons donné la sécurité absolue que je n'ai jamais eue. La famille Vance, d'un autre côté, s'était complètement et prévisiblement effondrée, exactement comme les chiffres financiers le dictaient. La banque a officiellement et agressivement saisi leur immense maison de banlieue exactement 3 semaines après la fête d'anniversaire désastreuse. Richard et Eleanor ont été forcés de déclarer publiquement une faillite absolue et humiliante, chapitre 7, et ont été contraints de déménager dans un appartement d'une chambre exiguë, déprimant et incroyablement bon marché dans la banlieue dangereuse de la ville. Tristan, absolument terrifié pour sa vie à cause des hommes violents qui le traquaient sans cesse pour ses dettes de jeu massives, avait lâchement fui l'État au milieu de la nuit. Aux dernières nouvelles, l'ancien enfant chéri intouchable travaillait l'équipe de nuit exténuante dans un immense entrepôt d'expédition impitoyable dans le Nevada rural. Son maigre salaire horaire étant agressivement et légalement saisi par des créanciers implacables. Ils n'ont plus jamais essayé de me contacter. Le mur juridique massif et impénétrable que mes avocats très bien payés ont agressivement construit autour de ma vie était absolument parfait et complètement incassable. Mais l'univers, j'ai appris, a toujours une façon incroyablement drôle et très satisfaisante de parfaitement boucler la boucle. J'étais assis confortablement dans mon immense bureau d'angle ensoleillé un mardi après-midi calme, examinant méticuleusement les derniers plans structurels d'un immense nouveau complexe de logements abordables au centre-ville. Mon assistante de direction a rapidement fait sonner l'interphone, annonçant formellement l'arrivée du dernier candidat très attendu pour notre nouveau poste de directeur financier. La lourde porte vitrée s'est ouverte en douceur, et un homme d'une trentaine d'années est entré avec assurance. Il avait l'air incroyablement vif, très intelligent et intensément visiblement nerveux. J'ai reconnu son visage instantanément dans l'énorme dossier du détective privé d'il y a 2 ans.
Il s'appelait Harrison. C'était le comptable légiste brillant, incroyablement méticuleux, bien qu'auparavant mal avisé, qui gérait secrètement les livres financiers complexes de Tristan Vance et de ses associés de jeux très illégaux. Monsieur Sterling, a dit Harrison respectueusement, s'asseyant soigneusement en face de mon immense bureau en acajou, plaçant une mallette en cuir élégante et coûteuse doucement sur le sol. Merci beaucoup pour l'incroyable opportunité de passer un entretien avec votre prestigieux cabinet aujourd'hui. Vous avez un CV d'entreprise très intéressant, Harrison, ai-je dit, me penchant confortablement en arrière dans mon fauteuil en cuir coûteux, joignant mes doigts. Vous avez clairement l'intellect brillant et la motivation agressive pour la finance d'entreprise de haut niveau. Mais je sais exactement pour qui vous travaillez. Je sais que vous avez personnellement géré la chute financière catastrophique de la famille Vance. Pourquoi diable engagerais-je l'homme exact qui a activement géré les finances illégales de mes plus grands ennemis personnels? Harrison n'a pas bronché. Il n'a pas rompu le contact visuel. Il a simplement fouillé doucement dans la poche de son costume sur mesure et a lentement sorti une petite clé USB argentée, très cryptée. Il l'a placée doucement, délibérément, au centre de mon bureau. Parce que, Monsieur Sterling, je ne travaille absolument plus pour des criminels désespérés, a dit Harrison, sa voix incroyablement stable et remplie de conviction. J'ai assisté à la destruction complète de la famille Vance par la cupidité débridée et l'arrogance pure. Mais plus important encore, j'ai regardé Richard Vance mentir, tricher et commettre une évasion fiscale massive et très illégale pendant des années juste pour financer artificiellement son ego massif. Sur cette clé très cryptée se trouve l'historique documentaire complet, non expurgé et indéniable de la fraude financière massive de Richard Vance, de la fraude électronique, de l'évasion fiscale offshore illégale et du détournement de fonds d'entreprise massifs de son ancienne entreprise de logistique. Absolument tout ce dont vous avez besoin pour en finir avec lui. J'ai baissé les yeux sur la petite clé argentée posée sur le bois. C'était le clou absolu et indéniable dans le cercueil. C'était plus qu'assez de preuves juridiques solides pour mettre Richard Vance dans une cellule de prison fédérale pour le reste de sa misérable vie naturelle. Pourquoi me donner cette information très explosive, ai-je demandé, le regardant très attentivement. Considérez cela comme un élément de CV très unique, a répondu Harrison avec un sourire léger et profondément respectueux. Je veux désespérément travailler pour un homme brillant qui construit de véritables fondations durables, pas une famille pathétique qui construit des châteaux de cartes fragiles. Je veux être entièrement du bon côté de l'histoire. Julian, je veux vous aider à construire un empire. J'ai souri, un vrai sourire, sincère et incroyablement satisfait. J'ai doucement ramassé la clé USB argentée immédiatement, la tendant à Zoé, qui venait d'entrer dans le bureau avec une pile de dossiers. Zoé, s'il te plaît, envoie cette clé incroyablement importante directement à notre équipe juridique senior. Fais-la soumettre formellement et agressivement aux autorités fédérales d'ici 17 heures aujourd'hui, puis s'il te plaît, rédige un contrat de travail de direction très lucratif pour notre brillant nouveau directeur financier. Je me suis levé doucement, ajustant les poignets impeccables de ma chemise sur mesure. Le poids invisible massif que je ne réalisais même pas que je portais encore lourdement s'est complètement et instantanément soulevé de mes larges épaules. Les fantômes obsédants de mon passé étaient enfin exorcisés. C'était vraiment, enfin, indéniablement terminé. Je suis sorti avec assurance de l'immense bâtiment de l'entreprise. Le soleil éclatant de l'après-midi était incroyablement chaud et guérisseur sur mon visage. J'ai tendu mon ticket au jeune voiturier, un gamin brillant dont ma fondation payait actuellement avec plaisir la totalité des frais de scolarité, et il a rapidement amené ma Porsche 911 argentée et étincelante à l'entrée principale. Le moteur puissant a rugi à la vie avec un son magnifique et agressif de liberté absolue et débridée. J'ai monté en douceur les routes sinueuses dans les West Hills, passant avec assurance par les lourdes grilles de fer sécurisées de la fondation Sterling. L'immense et magnifique cour était incroyablement vivante d'activités joyeuses. Des adolescents qui avaient été brutalement abandonnés, horriblement maltraités et complètement oubliés par le système défaillant étaient assis paisiblement sur les pelouses vertes bien entretenues, étudiant pour les examens universitaires. Riant bruyamment et existant simplement en toute sécurité dans un espace où ils étaient complètement et inconditionnellement protégés. J'ai garé la Porsche argentée et j'ai marché lentement vers le centre de la cour animée. J'ai fouillé profondément dans ma poche et j'ai sorti une petite clé en argent, très usée et incroyablement précieuse. C'était la clé originale de la porte d'entrée de la maison de style craftsman qu'Arthur Sterling m'avait donné le jour exact où il m'avait officiellement et légalement adopté. J'ai doucement frotté mon pouce sur le métal froid et familier.
On l'a construite, papa, ai-je pensé, regardant le ciel bleu vif et infini. On a enfin construit quelque chose de magnifique qu'ils ne pourront jamais, jamais nous enlever. La famille n'est absolument et sans équivoque pas définie par le sang accidentel qui coule dans vos veines. Le sang n'est rien de plus qu'un accident aléatoire de la biologie. La vraie famille est entièrement définie par les personnes incroyables qui choisissent activement de se tenir farouchement à vos côtés lorsque vos murs s'effondrent complètement. La famille est définie par un profond respect, par une loyauté inébranlable et par le choix quotidien et incessant d'aimer quelqu'un, non pas pour ce qu'il peut faire financièrement pour votre ego, mais pour exactement qui il est dans son âme. Richard et Eleanor Vance m'ont donné mon ADN biologique, mais Arthur Sterling m'a donné ma véritable âme. Et personne, peu importe à quel point ils essaient, ne peut jamais vous expulser violemment d'une forteresse massive que vous construisez en permanence à l'intérieur de votre propre cœur. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une limite dure et incroyablement douloureuse pour protéger votre propre paix et votre avenir? S'il vous plaît, partagez votre incroyable histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre survie pourrait être le modèle exact que quelqu'un d'autre a désespérément besoin de lire pour échapper à ses propres ténèbres. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.